Cette semaine, je vous propose de laisser un petit peu de côté Jurassic World Rebirth. Je pense très sincèrement qu'on a largement fait le tour de la question ensemble au cours des 2 dernières vidéos. Il est donc temps de laisser ce film tranquille et surtout de se concentrer sur des sujets plus scientifiques histoire de faire travailler sa petite matière grise. Et pour cela, je vous propose de passer en revue le dinosaure le plus complet et le mieux conservé d'Allemagne. Laissez-moi vous présenter le Juravenator. Alors, avant de commencer, il est très important je pense d'évoquer le lien profond qui existe entre le dinosaure du jour et un musée bavarois baptisé Juramuseum. Le Juramuseum est un musée d'histoire naturelle ouvert en 1976 et qui a élu domicile dans le Willibaldsburg, un ancien château du XIVe siècle et siège des princes-évêques d'Eichstatt. Le château est niché au cœur de la petite ville de Eichstatt, une ville bavaroise située à peu près à mi-chemin entre Nuremberg et Munich et qui de surcroît est un haut lieu de l'histoire de la chrétienté allemande et surtout bavaroise. Aujourd'hui, le musée cumule près de 100 000 objets issus de plusieurs collections privées, dont celle de Franz Xaver Mayr, un prêtre catholique enseignant les sciences au collège philosophique et théologique d'Eichstatt et amateur de fossiles. Un homme qui est très important dans l'histoire du musée puisqu'il sera à la base de l'idée de la création du Juramuseum. À cela se rajoutent les nombreux fossiles découverts au cours d'une multitude de fouilles organisées par les scientifiques du musée, d'abord à Schanopten entre 1988 et 1998, puis à Ettling depuis 2007. De par des liens très forts entretenus avec l'église, le musée est largement soutenu par des instances catholiques locales, à commencer par le séminaire épiscopal Saint-Willibald d'Eichstatt ou encore la fondation de l'université catholique d'Eichstatt-Ingolstadt. L'histoire de la découverte de notre Juravenator commence réellement à l'été 1998 lorsque le Juramuseum, sous l'impulsion de son directeur, organise une dernière session de fouilles dans une carrière située dans la formation de calcaire de Solhofen près de la ville de Schanopten dans le sud de l'Allemagne. Au cours de cette ultime campagne de fouilles, 2 bénévoles vont tomber sur une plaque de craie visiblement incrustée de restes de vertébrés qu'ils arrivent à extraire de la roche non sans la briser au niveau de la tête. Transportée délicatement au musée, cette plaque subira une préparation afin d'ôter les roches sédimentaires qui enveloppent le fossile. Après plusieurs dizaines d'heures de travail d'une minutie chirurgicale, seule la tête du dinosaure ainsi que les premières cervicales ont été extraites au cours du processus. Néanmoins, en raison de la trop grande fragilité de la plaque, les travaux de dégagement sont très lents, mais aussi très coûteux. Ainsi, pour déterminer si les travaux doivent se poursuivre, les scientifiques lancent une analyse au scanner afin de jauger la valeur du fossile. Cependant, les résultats ne sont pas très satisfaisants du tout. En effet, la sonde ne fournit qu'une image très partielle du fossile, ne révélant que le cou et une partie du bassin. Les chercheurs estiment donc qu'en raison de ce très faible nombre d'ossements, le chantier doit être interrompu et le fossile est alors remisé dans les réserves du musée. Mais vous vous en doutez, l'histoire ne s'arrête heureusement pas là puisqu'elle va prendre une nouvelle tournure en 2003 lorsque la nouvelle directrice du musée décide de reprendre la préparation du fossile en vue d'une extraction cette fois-ci complète. Il faudra 700 heures de travail au préparateur pour révéler contre toute attente la quasi-totalité du squelette, faisant au passage de ce dinosaure l'un des plus complets jamais retrouvés en Allemagne. Par la suite, le musée va confier ce fossile extrêmement bien conservé à 2 paléontologues de renommée internationale, Louis Schiapp et Ursula Goilich. Louis Schiapp est un paléontologue américain spécialisé dans la recherche sur les origines des premiers oiseaux. Entre 1988 et 2025, il a participé activement à l'identification de 33 taxons d'archosaures, essentiellement des oiseaux préhistoriques. Cependant, il doit sa notoriété à sa découverte des premiers sites de nidification de sauropodes dans les Badlands de Patagonie en 1997. Ursula Goilich est une paléontologue allemande spécialiste des mammifères fossiles, des dinosaures et des oiseaux. Depuis 2007, elle est scientifique et conservatrice principale de la collection des vertébrés fossiles au Muséum d'histoire naturelle de Vienne et participe régulièrement depuis 2012 aux recherches de fossiles de mammifères dans le désert de Gobi. Son principal fait d'armes reste toutefois sa description du Juravenator, élu fossile de l'année en 2009, un prix décerné par la Société allemande de paléontologie, une sorte d'Oscar mais pour les bestioles disparues depuis belle lurette. En 2006, ces 2 savants publient leurs premières analyses de cette nouvelle espèce baptisée Juravenator starki. Elle sera suivie d'une seconde enquête écrite par les mêmes savants datant de 2010, cette fois-ci plus longue et plus complète, détaillant l'anatomie du Juravenator. Alors, en ce qui concerne l'appellation générique Juravenator, elle est composée comme souvent de 2 racines bien distinctes. Pour composer le nom de cette nouvelle espèce, les 2 savants s'inspirent en premier lieu des montagnes du Jura franconien, une chaîne de montagnes située dans le sud de l'Allemagne en prolongement du massif du Jura qui lui s'étend notamment sur la frontière entre la France et la Suisse. Ils ajoutent ensuite le mot venator, issu du latin signifiant chasseur, un terme qui a été souvent utilisé dans la dénomination de prédateurs, notamment aux alentours des années 2000-2010, au cours d'une sorte d'effet de mode où le mot sera utilisé dans l'identification de théropodes découverts au cours de cette même période, à l'image des Australovenator, Concavenator, Ichthyovenator ou Fukuivenator.
Ainsi, Juravenator signifie tout bêtement le chasseur du Jura. La dénomination spécifique Starky est donnée en l'honneur de la famille Stark, et je vous arrête tout de suite. Malgré ce que j'ai pu laisser sous-entendre, il n'y a aucun rapport avec la famille Stark de Game of Thrones, cette noble famille qu'on affectionne tous et qui passe le plus clair de leur temps à mourir les uns après les autres. Non, ici la référence est moins romanesque puisque la dénomination renvoie au nom du propriétaire de la carrière d'où fut exhumé le fossile qui servit à l'identification de l'espèce, propriétaire qui s'appelle Franz Stark. Malgré tout, ça aurait pu être un clin d'œil au roman de George Martin dont la première publication date de 1998, la même année que la découverte du Juravenator. Bon, après, on va pas se mentir, le monde entier n'aura qu'un réel engouement pour Game of Thrones qu'au moment de la sortie de la série en 2008, soit 2 ans après l'identification du Juravenator. Et là, je me rends compte qu'on s'est un peu égaré, non? Le Juravenator a vécu au cours du Jurassique supérieur, aux alentours des 151-152 millions d'années dans l'actuelle région d'Europe occidentale. À cette époque, le visage de notre continent est radicalement différent de celui que nous connaissons actuellement. Il faut s'imaginer notre continent quasiment recouvert par une mer peu profonde située au nord de ce qu'on appelait à l'époque l'océan Téthys. Le peu de terre émergée existe sous la forme de vastes archipels composés d'îles broussailleuses et de lagons calmes situés entre les plages et les récifs de coraux. Le climat de cette région est de type sec et tropical, avec des épisodes d'événements cycliques de type mousson qui par leur force et leur intensité entraînaient régulièrement des corps d'animaux et de plantes au large. Le Juravenator a quant à lui vécu sur l'archipel de Solofène et plus précisément autour du bassin de Shanopten, le plus petit de la région avec ses 35 km². Cette région abritait d'autres espèces de dinosaures comme le célèbre Compsognathus, mais ces îles sont surtout connues pour avoir accueilli Archaeopteryx, considéré maladroitement comme le plus vieil oiseau de l'histoire. Outre cela, d'autres espèces de reptiles, notamment des crocodiliens et des tortues, ont vécu sur les plages de l'archipel. Les cieux de la région étaient dominés par les ptérosaures comme Pterodactylus ou Rhamphorhynchus, mesurant chacun entre 1 et 2 mètres d'envergure, tandis que les mers étaient le royaume des ichthyosaures, une des familles de reptiles les plus répandues en Europe au cours du Jurassique. Alors avec un environnement aussi insulaire, les ressources alimentaires sont donc très limitées. Mais alors comment faisait le Juravenator pour se nourrir? Quand une nouvelle espèce est découverte, les différentes études parues à son sujet abordent les différents aspects de l'anatomie révélant le mode d'alimentation d'un dinosaure. En général, la première indication vient de la description concernant le crâne et les dents de l'animal. En ce qui concerne le Juravenator, le crâne est assez imposant en proportion du reste de son corps, sa tête étant 1,5 fois plus longue que son fémur. Elle était bien évidemment munie de grandes dents mesurant environ 5 cm, ce qui dénote en comparaison de sa petite taille. Ce qui implique que le Juravenator aurait pu probablement s'attaquer à des animaux relativement imposants. Selon les analyses, le Juravenator possède 4 dents recouvertes de dentelures sur leur tiers supérieur et placées sur le prémaxillaire, une zone située à l'avant supérieur de la mâchoire. Les dents du maxillaire, prolongeant celles du prémaxillaire, étaient quant à elles un peu plus nombreuses, 8 au total. Mais ce qui pourrait donner une réelle indication sur le mode d'alimentation du Juravenator se trouve sur la queue de l'animal, ce qui est peu conventionnel en paléontologie, on va pas se mentir. Dans une analyse de l'anatomie du Juravenator réalisée en 2020, les paléontologues ont noté la présence de petites structures rondes conservées sur les côtés de la queue, entre les 8e et 22e vertèbres caudales. Ces écailles très spécifiques, d'un diamètre maximal d'environ 0,3 mm, ont été visualisées grâce à une combinaison de lumière blanche et d'ultraviolet. Ces dernières pourraient correspondre à ce qu'on appelle des écailles sensorielles tégumentaires semblables à celles que l'on retrouve chez les crocodiles. Ces écailles sensorielles très sensibles agissent comme une sorte de sonar permettant à un prédateur de capter les mouvements de ses proies dans un milieu aquatique, mais on sait aussi qu'elles servent à évaluer la température de l'eau ainsi que son acidité. Alors bien sûr, aucune affirmation claire n'est faite à ce sujet, cependant, si cette théorie est effectivement vérifiée, elle nous donnera une information plus claire et plus précise sur le régime alimentaire du Juravenator, celui-ci étant peut-être un piscivore opportuniste. Ce dernier devait nager dans l'eau peu profonde aux abords des lagons composant son habitat à la recherche d'une proie. Tout en pataugeant dans l'eau, les écailles de sa queue devaient lui permettre de capter les proies environnantes en mouvement tout autour de lui. Il utilisait ensuite ses grandes dents pour embrocher ses proies et les ramener sur la terre ferme afin de les dévorer. Au-delà de la simple indication alimentaire, la vérification de cette hypothèse représenterait en outre une avancée capitale dans notre compréhension et notre perception des dinosaures, car ce type d'écaille n'a jamais été découvert sur une autre espèce de dinosaure. Pour finaliser le portrait de notre chasseur, les paléontologues ont également étudié les anneaux sclérotiques du dinosaure. Ces anneaux, formés par un seul ou plusieurs petits os, entourent les orbites de plusieurs groupes de vertébrés comme les ichthyosaures, les ptérosaures et même les dinosaures. Les biologistes pensent que ces anneaux jouent un rôle dans le soutien des yeux non sphériques et des yeux des animaux marins. Concernant les anneaux du Juravenator, ces derniers devaient lui permettre d'avoir une bonne vision dans un environnement en basse luminosité, indiquant qu'il avait une activité de noctambule. Cet argument se concrétise davantage grâce à une thèse datant de 2011 expliquant que la différence entre les mesures du diamètre externe et interne de l'anneau sclérotique ainsi que la profondeur du globe oculaire permettent de prédire le mode de vie d'un oiseau diurne ou nocturne.
L'étude permet par exemple de penser que l'Archéoptérix et certains dinosaures carnivores pouvaient être des animaux nocturnes tandis que les dinosaures herbivores auraient été aussi bien actifs le jour que la nuit. L'autre grand trait caractéristique majeur du Juravenator engendra de très nombreuses discussions au sein de la communauté savante. Il s'agit ici de la discussion sur la présence ou non d'un duvet de plumes sur le corps du dinosaure. Une discussion qui est très récurrente quand on découvre un nouveau théropode. La première étude du fossile a révélé la présence de taches de peau fossilisées. La première qu'on a vue précédemment, située près des vertèbres caudales, montre des traces d'écailles. La seconde empreinte de peau semble en revanche rapporter l'existence de faibles impressions de structures filamenteuses suggérant la présence de plumes primitives à la jonction du haut de la queue et des hanches. Pour élucider le mystère, les scientifiques responsables de l'enquête initiale se penchent alors sur la classification du Juravenator afin de tenter d'apporter une réponse. Malheureusement, le résultat ne permet pas de clore le débat. En effet, classé à l'origine dans le groupe des Compsognathidés, le Juravenator était un proche parent du Compsognathus, un autre petit dinosaure du Jurassique dont des traces d'écailles ont été conservées sur la queue d'un spécimen. Après analyse, la réponse semble donc pencher en faveur d'une absence de plumes, mais on sait aussi que le Juravenator était un proche parent du Sinosauropteryx et du Sinocalliopteryx, deux petits carnivores pour lesquels il existe des preuves fossiles d'un duvet de plumes. Ainsi, l'étude de 2006 ne permet pas de départager les deux hypothèses. Peu de temps après, le paléontologue chinois Chu Qing suggère que la présence d'écailles sur la queue du Juravenator pourrait signifier que le pelage de plumes des premiers dinosaures était plus variable que celui observé chez les oiseaux modernes. Selon lui, le Juravenator possédait simplement des écailles plus étendues sur le corps que les oiseaux modernes qui ne conservent des écailles que sur leurs pattes. L'interprétation de Chu Qing sera par la suite étayée par une seconde étude de Chiap et Golich, établie en 2010 et qui approfondit l'analyse en passant le fossile sous lumière ultraviolette. Cette nouvelle étude révèle une couverture plus étendue de structures filamenteuses similaires en anatomie aux plumes primitives d'autres Compsognathidae, comme celle du Sinosauropteryx. Ainsi, Golich et Chiap démontrent que le plumage du Juravenator existait en touffe, notamment sur la partie supérieure du corps, comme la tête et le sommet du dos, le long d'un revêtement principalement écailleux, situé principalement dans les zones inférieures, comme les pattes arrière et le long de la queue. Comme pour la plupart des espèces de dinosaures, la classification du Juravenator a été longuement débattue par la communauté scientifique. Tout commence en 2006 lorsque Ursula Golich et Louis Chiap présentent dans leur étude initiale le Juravenator comme faisant partie de la famille des Compsognathidae, dont le membre le plus connu est le fameux Compsognathus. Ils annoncent aussi que le genre Juravenator ne comprend qu'une seule et unique espèce, à savoir le Juravenator starkii. Cependant, des études publiées ultérieurement mettent en évidence certaines inexactitudes issues de l'analyse initiale. En effet, ces dernières insistent sur le fait que le Juravenator serait probablement un membre du groupe des Maniraptora, groupe qui rassemble entre autres les Dromaeosauridés dont le célèbre Vélociraptor, ou encore tous les oiseaux actuels. Toutefois, le débat sur la classification du Juravenator ne s'arrête pas là, ce dernier prenant d'ailleurs un autre développement quand s'installe au sein du monde de la paléontologie une discussion bien plus large pour savoir si les Compsognathidae appartiennent au groupe des Maniraptora, ou si ces derniers sont un groupe antérieur à l'apparition des premiers Maniraptora. En 2010, dans une étude issue de travaux supplémentaires, Chiap et Golich réaffirment leur hypothèse de base en révélant que la structure anatomique du Juravenator est très similaire au Compsognathus et que de ce fait, ces deux espèces appartiennent à la même famille. De plus, ils suggèrent que la famille des Compsognathidae pourrait être des coléorosaures primitifs, c'est-à-dire qu'elle aurait pu être à l'origine de plusieurs sous-familles comme les Tyrannosauroidés ou les Maniraptoraformes. En 2011, deux chercheurs de l'université de Milan publient une analyse expliquant que les Compsognathidae seraient un groupe à part entière et associent le Juravenator en tant qu'espèce-sœur du Sinosauropteryx, un dinosaure chinois du Crétacé inférieur bien plus tardif que le Juravenator. En 2013, une grande analyse sur les coléorosaures révèle que le Juravenator est un coléorosaure étroitement apparenté aux Compsognathidae, mais non membre de ceux-ci, devenant au passage un proche parent des ornitholestes. De plus, à la suite de cette étude, le Juravenator est éjecté du groupe des Maniraptora. Alors je suis sûr qu'à ce stade, je viens de vous filer un super mal de crâne, mais heureusement pour vous, cette histoire est bientôt finie. L'histoire de la classification du Juravenator s'arrête à ce jour à une dernière étude publiée en 2020, considérant comme plausible le fait que le Juravenator ait pu être un tétanurien non coléosaurien faisant partie du groupe des Mégalosauroidés avec le Sciauriomymus. En clair, aujourd'hui, rien n'est défini concrètement concernant le positionnement du Juravenator au sein du clade des Théropoda. Quand on parle de dinosaures, la première information que les gens attendent concerne la dimension de l'animal, information que j'aurais dû vous donner en début de vidéo et chose que je vais faire désormais. En règle générale, les dimensions d'un dinosaure ne sont que de pure spéculation car il est très rare de retrouver un squelette entier. Cependant, pour brosser le portrait du Juravenator starkii, les scientifiques se sont appuyés sur le seul et unique fossile découvert à ce jour qui est, je le rappelle, extrêmement complet tout en étant dans un état de conservation jugé excellent. Problème, c'est que les analyses du spécimen sont loin d'être précises, notamment en ce qui concerne sa taille. La faute à l'âge de maturité de l'individu étudié, ce dernier étant au stade juvénile.
Alors plusieurs preuves viennent étayer cette affirmation, mais il s'agit là de notions très complexes rentrant davantage dans le domaine médical. Pour vous éviter une surcharge d'informations, je ne vais vous révéler qu'une seule de ces preuves. En observant la surface des os, on remarque qu'elle est intensément marquée par de petites fosses et rainures, signe que la formation du périoste était incomplète. Le périoste est un ensemble de 3 couches de membranes fibreuses, fibroélastiques et ostéoblastiques qui constituent l'enveloppe des os et qui assurent la croissance en épaisseur des os longs et des os plats, ainsi que l'insertion des tendons et ligaments. Cette indication, aussi complexe soit-elle, tente à montrer que le développement squelettique de l'animal n'était pas achevé au moment de sa mort. Ainsi, certaines données sur le Juravenator seront approximatives comme la taille et le poids d'un spécimen dans la force de l'âge. En revanche, les mensurations du jeune Juravenator sont clairement connues des paléontologues, ce dernier mesurait entre 75 et 80 cm pour un poids total de 1,5 kg. Mais alors comment est mort ce petit dinosaure? Pour pouvoir y répondre, il faut se tourner vers la taphonomie, une sous-discipline de la paléontologie qui étudie les processus qui interviennent après la mort d'un organisme, incluant la fossilisation. Le Juravenator habitait sur un archipel pas aussi paradisiaque que nos actuels atolls du Pacifique. Au contraire, comme tous les recoins de la planète à l'époque des dinosaures, l'archipel de Solofén était régi par les mêmes lois rudes de la nature où la survie était une lutte de chaque instant. Malheureusement, notre petit Juravenator n'a pas su faire le poids dans cet environnement hostile, ce dernier mourant à un âge prématuré. Durant les études du fossile, les savants se sont penchés sur les événements qui ont conduit à la mort de ce Juravenator et ont établi une hypothèse. Il est possible que le jeune spécimen ait été tué sûrement mort par noyade au cours d'une crue meurtrière provoquée par une mousson saisonnière, les torrents d'eau et de boue ayant ensuite emporté le corps de l'animal dans la mer. Le spécimen serait arrivé au fond de la mer, atterrissant sur le ventre quelques heures après sa mort, sinon les gaz se formant dans sa cavité corporelle l'auraient empêché de couler en un seul morceau. Dans les profondeurs des lagunes, l'eau était exsangue d'oxygène et le taux de salinité était trop élevé, les rendant quasiment inhabitables pour un vaste panel d'organismes vivants, notamment des espèces de charognards. Ainsi, en raison de l'absence de ces charognards, tout organisme qui coulait dans ces eaux se déposait au fond. Par la suite, les restes organiques étaient digérés par un tapis microbien faisant office de nettoyeur et les ossements étaient ensuite ensevelis sous une boue de calcaire. Cette boue particulière a permis de conserver plusieurs squelettes d'animaux, d'insectes et de plantes dans des plaques lithographiques qui furent découvertes au fil du temps, comme celle qui protégea le corps du Juravenator. Ainsi, elles ont pu fournir aux scientifiques une vision claire de l'écosystème local au Jurassique supérieur. On dénombre par ailleurs plus de 600 espèces ayant vécu dans cette région au cours de l'ère secondaire, dont 29 sont des ptérosaures allant de la taille d'un moineau à 1,2 m d'envergure. Et c'est ainsi que s'achève notre analyse du Juravenator. Alors bien sûr, plusieurs éléments secondaires n'ont pas été évoqués au cours de cette vidéo, j'ai préféré me concentrer sur les points essentiels à retenir sur ce dinosaure allemand. Cependant, si vous voulez étoffer vos recherches sur ce dinosaure, je vais vous laisser toute une série de liens vers des articles scientifiques qui vous permettront de connaître un peu plus le Juravenator starkii.